Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans The Trick Play Podcast spécial Group of Five pour le dernier épisode de la saison consacré au Group of Five, puisque je pense qu'on fera les récaps des finales de conférence dans un seul épisode qui parlera vraiment de tout le week-end en entier, Group of Five et Power Four compris pour les finales de conférence, et également la qualif en playoff. La qualif en playoff, ça va être un des sujets de cet épisode, mais le sujet principal, ça va surtout être cette rivalry week et cette dernière semaine de compétition en saison régulière. Et donc ça y est, on a nos 5 affiches de finale de conférence. On a donc techniquement les 10 équipes qui peuvent encore prétendre aller en playoff, puisque on rappelle qu'il faut gagner sa conférence pour être qualifié en playoff quand on est dans le groupe of 5. Bon, sachant que il y a certaines finales qui n'auront aucun impact sur le College Football Playoff. On va commencer avec l'American. L'American, la meilleure conférence du groupe of 5 et de très très loin, qui nous a offert une belle dernière semaine avec une lutte à 3 pour la finale de conférence entre Navy, Tulane et North Texas. Il y avait East Carolina et South Florida qui pouvaient espérer s'y mêler, mais ils avaient peu de chance honnêtement. Ça a commencé donc jeudi soir, le jeudi de Thanksgiving, avec une excellente performance de Navy. Victoire à Memphis 28-17, avec une deuxième mi-temps quasiment parfaite. Alors qu'il y avait 17-14 pour les Tigers, Navy a d'abord profité d'un field goal loupé avant la mi-temps pour rester au contact. Puis les Midshipmen ont fait une super deuxième mi-temps. Ils ont confisqué le ballon tout simplement, avec notamment 2 très longs drives et une défense qui a éteint l'attaque de Memphis. Le tout premier drive de la deuxième mi-temps dure plus de 10 minutes. Malheureusement, se termine sur un fumble devant la red zone de Memphis, mais juste derrière, ils ont forcé Memphis à punter et ils ont marqué un touchdown sur le drive qui a suivi. Navy a vraiment été excellent et a marqué 2 touchdowns dans la deuxième période. Les 2 seuls touchdowns de la deuxième mi-temps. Très gros match encore du duo Horvath-Texa. Heidenreich, chacun a rempli sa part du job et le QB Blake Horvath qui marque également l'histoire en devenant le premier QB de Navy à faire plus de 1000 yards à la passe et plus de 1000 yards à la course. Jamais un QB de Navy n'avait atteint ces deux statistiques en même temps. Grosse perf aussi de la défense avec 5 sacs menés par le linebacker Luke Pierce qui termine lui avec 7 plaquages et 2 sacs. Une victoire qui a donc mis la pression sur North Texas et Tulane qui étaient obligés de gagner et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'ils ont fait. Alors en même temps ils n'avaient pas la même confrontation puisque North Texas accueillait Temple pour le dernier match à la maison de head coach Eric Morris qui partira pour Oklahoma State. On reviendra d'ailleurs plus tard sur le coaching carousel déjà très actif. Victoire donc 52-25 avec une grosse performance, encore une fois, de Caleb Hawkins qui a marqué 4 TD pour 186 yards au sol. Le quarterback Drew Mestermaker réalise une performance solide avec 366 yards et 3 TD, dont 126 à la réception pour Wyatt Young. Un trio, donc Hawkins, Mestermaker, Young, qui aura vraiment marqué Denton. Et on peut aussi rajouter Cameron Dorner sur ce match-là avec 125 yards et un touchdown. Grâce à cette victoire contre une faible équipe de Temple qui n'ira pas en bowl avec une fin de saison terrible pour eux. Temple qui enchaîne une 4ème défaite consécutive et qui n'ira pas en bowl. North Texas, voilà, profiter de cette faible équipe de Temple pour valider son ticket pour la première finale d'American de son histoire, pour sa seulement 3e année dans la conférence. Plus tard dans la soirée, le lendemain, puisque le match était vendredi soir pour North Texas, le lendemain, Tulane n'a pas fait de pli non plus contre Charlotte. Victoire 27-0, sans forcer honnêtement, malgré 2 interceptions de Retzlaff, la Green Wave a facilement disposé d'une équipe de Charlotte qui termine avec seulement 140 yards, dont moins 3 yards au sol. Une très très grosse performance défensive avec 2 interceptions, 3 sacs et 6 tackles for loss. Jack Retzlaff soigne sa copie avec presque 300 yards dans les airs et 2 TD au sol. Une victoire sans forcer pour Tulane qui se qualifie donc pour la 4ème finale de conférence de suite en américaine et qui visera un 2e titre après celui de 2022. Donc voilà, on a donc notre première affiche, North Texas qui se déplacera du côté de Tulane.
Et honnêtement, les deux équipes ont vraiment fait le boulot. Ils étaient à domicile face à des équipes assez faibles, donc franchement, pas de surprise de ce côté-là. Les autres matchs, vite fait, rapidement, South Florida qui l'emporte 52-3 contre Rice. Un très gros match encore de Byron Brown qui finit avec 275 yards, 4 TD dans les airs et 104 yards et 1 TD au sol. Et Singleton qui lui termine avec 125 yards à la réception et 2 touchdowns pour le receveur de South Florida qui a été vraiment excellent cette saison. East Carolina, eux, ont battu Florida Atlantic 42-3. Le score a été fait en première mi-temps. Il n'y a pas eu de points de la part des deux équipes en deuxième mi-temps, mais voilà, grosse victoire de East Carolina. UAB qui l'emporte face à Tulsa 31-24, et puis Army surtout qui valide sa place en bowl avec une victoire 27-24. Victoire grâce à un touchdown d'un tight end, grâce à Parker Poloskey, le tight end, qui marque le touchdown de la victoire. Et c'est la première fois depuis 2008 qu'un tight end d'Army marque un touchdown à la réception. Ça faisait donc plus de 17 ans que les tight ends d'Army attendaient ceci. Voilà donc pour l'américaine qui se termine donc sur une finale entre North Texas et Tulane. On va aussi parler rapidement du coaching carousel qui a frappé fort sur l'américaine. Eric Morris, on le savait déjà depuis une semaine, partira pour Oklahoma State. Et on a 3 autres coachs de l'américaine qui eux vont partir pour la SEC. Avec d'abord Ryan Silverfield, le coach de Memphis qui part pour Arkansas. Alex Golesh, le coach de South Florida qui partira pour Auburn. Et Jack Semral, le coach de Tulane qui partira pour Florida. Voilà les 4 meilleurs coachs globalement. 4 des meilleurs coachs de l'américaine qui partent donc pour le Power 4, dont 3 pour la ACC. Pour Eric Morris, on sait qu'il coachera North Texas en cas de victoire et de qualification en playoff. Pour Jack Sumrall, je crois que c'est aussi le cas, donc tant mieux pour eux. Et sinon, pour Ryan Silverfield et Alex Golesh, ils ne coacheront pas en bowl et sont déjà dans leur nouveau programme. On passe maintenant à la Pac-12. La Pac-12 avec le match retour entre Oregon State et Washington State, cette fois-ci du côté de Pullman à Washington. Victoire 32-8 pour les Cougars qui l'emportent logiquement dans ce match et qui va donc partager le titre avec Oregon State. Deux équipes qui seront rejointes la saison prochaine par plusieurs transfuges de la Mountain West. La très grosse première mi-temps de Wazoo a mis fin au suspense, notamment grâce à une défense sérieuse et Washington State qui répare l'affront de la défaite contre Oregon State au début du mois et qui partagera donc le titre de Pac-12 malgré un bilan de 6-6 qui les qualifie en bowl. Côté d'Oregon State, on finit avec 2-10, mais l'offensive coordinateur d'Alabama qui arrive du côté d'Oregon State pour la saison 2026. Je vais juste vous prendre le nom du coach Jamarcus Shepard, donc qui arrive du côté de Corvallis. On passe maintenant à la Mountain West avec une lutte à 4 entre San Diego State, New Mexico, Boise State et UNLV. Ça a commencé vendredi soir avec un superbe match entre New Mexico et San Diego State à Albuquerque. Victoire de New Mexico. Les Lobos avaient l'occasion de se qualifier pour la première finale de conférence de leur histoire depuis les années 1960 et ont rendu une très bonne copie face à la meilleure défense de la conférence et du Group of Five. Les Lobos ont répondu en étant agressifs sur les first down avec une réussite de 2 sur 2, notamment un touchdown à la course de James Lobstein, le QB backup. C'était une 4ème et 2 et ils transforment ça en un QB en TD d'une 40aine de yards. Ils ont aussi proposé une excellente défense qui a forcé Denegal à lancer plus que d'habitude et on sait que Denegal n'est pas le plus précis dans cet exercice. Grosse performance notamment en défense du trio Tavian Combs, Jackson Heck et Austin Brawley pour les Lobos. Et donc l'autre homme du match, j'en parlais, c'est le QB backup James Lobstein qui rentrait exclusivement pour courir et qui termine avec 70 yards et un touchdown. En face, le duo de running back Lucky Sutton et Christian Washington a été très productif au sol, les deux QB dépassant les 70 yards et même les 100 yards pour Lucky Sutton. Il y avait 17 partout à la fin du temps réglementaire et direction l'overtime dans une rencontre où New Mexico est revenu en deuxième mi-temps et honnêtement a été très très fort
en deuxième mi-temps en défense. Et l'overtime a été complètement fou, hein, puisque ça a commencé avec une interception dès le premier jeu des Aztecs, hein, Senegal qui lance une interception. On se dit alors que New Mexico va l'emporter, juste avec un petit field goal, mais on n'a pas trop compris en fait les Lobos qui soit ils voulaient à tout prix marquer un touchdown, ou alors se rapprocher un maximum des poteaux. Et en fait, ils sont sur les 4. C'est une deuxième et goal sur les 4, je crois, de San Diego State. Donc ils sont largement en position de marquer un field goal. Et pourtant, ils envoient James Lobstein à la course, sauf qu'il se fait fumble. Et donc San Diego State qui récupère la balle et on part en overtime 2 alors que ça avait démarré sur une interception de New Mexico et ça aurait dû normalement sceller la victoire du côté des Lobos, mais ça n'a pas été le cas tout de suite. Les Lobos qui ont récupéré la balle dans le deuxième overtime et à ce moment-là, eh bien, on a eu un touchdown d'entrée directement. Cade Keefe qui catch à une main et marque dès le premier jeu de l'overtime 2, TD de 25 yards, gros catch à une main, il se défait de son défenseur et il part sur le long de la sideline pour marquer le touchdown sur sa seule réception du match. Ça a permis à New Mexico de prendre l'avantage. Il y a eu un superbe jeu pour la conversion à 2 points de la part de Jack Lane qui arrive à se défaire de la défense, à trouver son receveur au fond de l'endzone, mais malheureusement un holding offensif a invalidé les 2 points. Heureusement, la défense du Mexico était en forme et le public a vraiment apporté sa pierre à l'édifice dans une très belle ambiance à Albuquerque qui a battu son record d'affluence. On a eu un false start suivi par d'autres flags, ce qui a fait que les Aztecs ont dû jouer une quatrième et très longue. Alors j'ai plus la taille la longueur exacte du quatrième down qu'ils ont dû jouer. Ça a été une quatrième et ah oui, voilà, c'est ça. C'est que ça commence en fait avec une course de 15 yards de Denegal qui permet à San Diego State de jouer une première et goal sur les 10 de New Mexico. Sauf qu'après, il y a eu false start. euh, à nouveau un false start, donc 2 false starts de suite. Puis illegal snap. Puis il y a eu un fumble qui a été recouvert par Denegal. Et là, tu as dû jouer. Puis un sac. Et donc là, tu te retrouves à jouer une quatrième et 30. Très compliqué et Denegal qui tente une passe pour Hawkins mais qui ne trouve pas son receveur et donc San Diego State qui perd face à New Mexico. New Mexico qui prenait une option pour la qualification en finale de conférence. Pour cela, il fallait que Utah State l'emporte à Boise State. Et ça tombait bien parce que Utah State menait à ce moment-là du match. Mais voilà, Boise State ne s'est pas laissé faire et Boise State est allé chercher une victoire en toute fin de match. Longtemps mené dans le match, honnêtement, les Broncos sont passés devant sur une course de Dylan Riley à 2 minutes de la fin. Et la défense a ensuite forcé un 3 and out pour conclure. Une rencontre qui avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue pour les Aggies avec 3 TD en première période et ils avaient même mené 21 à 10, mais ils n'ont pas tenu en deuxième mi-temps, ils n'ont pas retrouvé la efficacité, ils n'ont marqué que 3 points en deuxième mi-temps et perdent donc le match 25-24, une défaite qui permet à Boise State de se retrouver à une égalité à 3 avec San Diego State et New Mexico. On savait déjà à ce moment-là qu'il allait devoir sortir l'ordinateur pour départager les 3 équipes, puisqu'elles n'ont pas affronté les mêmes équipes et que dans le head-to-head on ne pouvait pas les départager suffisamment. Et voilà que UNLV s'est même rajouté à cette égalité avec une victoire 42-17 le lendemain face à Nevada. Victoire très facile pour les Rebels. Avec un Jaden Thomas qui termine avec 103 yards et 4 TD en seulement 11 courses. UNLV qui termine avec 10 victoires pour la deuxième fois de suite. Très bonne première saison de Dan Mullen à la tête de cette équipe de UNLV. UNLV donc égalité à 4 avec Boise State, San Diego State et New Mexico. Il a fallu donc sortir un ordinateur qui a fait un mélange de 4 classements différents. Ça nous a sorti donc UNLV et Boise State. C'est donc la 3e finale de suite entre les deux programmes avec un avantage de 2-0 pour Boise State qui accueillera la rencontre. Honnêtement, un peu déçu de ne pas avoir eu un peu de nouveauté, un peu déçu de ne pas avoir eu New Mexico notamment dans cette finale. Et San Diego State, en fait, j'aurais presque préféré un rematch entre San Diego State et New Mexico, mais voilà, on aura un 3e match entre UNLV et Boise State pour la Mountain West. Dans les autres résultats, dans la rivalité du Colorado, la victoire de Air Force 42-21 face à Colorado State.
Victoire de Fresno State face à San Jose State 41-14 dans la rivalité de la Californie, et puis dans la rivalité entre Hawaii et Wyoming, parce qu'il y a une rivalité entre ces deux équipes. Victoire de Hawaii 27-7. Aerado a tutoyé les 300 yards et fini avec 289 yards et 2 touchdowns. Victoire d'Hawaii qui termine en 8-4. Et qui termine juste derrière le quatuor de tête. Voilà pour la Mountain West. On prend les mêmes et on recommence, c'est un peu ça au niveau de la finale. Au niveau de la MAC, on avait aussi des égalités entre plusieurs équipes, mais on avait surtout un Western Michigan qui n'avait besoin que de gagner à Eastern Michigan pour valider sa place en finale. Le match était mardi soir et Western Michigan n'a pas raté à sa mission. Victoire 31-21 sur le terrain d'Eastern Michigan. Il remporte donc également le Mac Michigan Trophy avec De toute façon, ils avaient déjà gagné, hein, quoi qu'il arrive, mais il le remporte, on va dire, de façon convaincante avec 2 victoires donc, face aux autres Michigan de la Mac. Grosse victoire au sol avec 278 yards au total dans le sillage du QB Brock Lowry et du duo de running back Jalen Buckley et Talik Williams, couplé à une défense qui a éteint Eastern Michigan pendant 3 quarts temps, et vous avez une victoire qui valide la place en finale pour les Broncos, leur première finale depuis 2016 pour Western Michigan. Du côté de Eastern Michigan, Noah Kim aura lancé pour 327 yards et 2 touchdowns, mais également 3 interceptions. Dommage pour Eastern Michigan qui n'a pas profité du gros match de son running back Dontae McMillan qui termine avec 111 yards et 1 TD au sol, ainsi que 126 yards et 1 TD à la réception. Et puis ensuite, pour savoir qui rejoindrait Western Michigan à Détroit pour la finale de la MAC, on a Ohio qui l'a emporté à Buffalo sur une grosse performance de son duo Parker Navarro-Sieh Bangura. Plus de 120 yards au sol pour les deux joueurs contre une équipe de Buffalo qui n'a pas profité de son avantage en turnover. 3 turnovers à 1 pour faire la différence. Le comeback initié en fin de match fut trop court au vu de la très bonne première mi-temps des Bobcats. Des Bobcats qui ont ensuite regardé les autres matchs avec attention. Toledo qui n'a fait qu'une bouchée de Central Michigan avec une grosse performance défensive. Seulement 81 yards au sol pour les Chippewas et 4 stops en 4ème down. Les Rockets n'ont pas eu besoin de forcer pour éliminer Central Michigan de la course à la finale. Et puis la dernière rencontre importante, c'était Miami-Ohio qui a déroulé sur Ball State. Victoire 45-24. Rencontre déjà gagnée à la mi-temps, honnêtement. Hein. Titulaire depuis 2 rencontres, le quarterback Thomas Gotkowski a lancé 3 TD pour aucune interception. Et il y a aussi eu 242 yards à la course avec 4 joueurs à plus de 40 yards. Très bon match des Red Hawks qui ont donc forcé une égalité à 3 avec Ohio et Buffalo. Et cette égalité a donc profité à Miami-Ohio pour revenir en finale. Mais il y a eu un petit scandale quand même parce que on avait donc une égalité entre Ohio, Buffalo et Miami, entre Ohio, Toledo et Miami, Ohio. Et en fait, ce qu'il faut savoir que Miami, Ohio a joué contre Ohio et Toledo et a perdu les 2 matchs contre les Rockets et les Bobcats. Et sauf que comme Ohio et Toledo ne se sont pas affrontés, on ne pouvait pas faire le head-to-head complet. Et donc la MAC est passé sur son autre tiebreaker. Et pour départager les 3 équipes, ils ont utilisé le SOS, donc le Strength of Schedule de conférence. Et Miami, Ohio avait un meilleur calendrier de conférence que Ohio et Toledo. Et en fait, la raison pour laquelle Miami, Ohio avait un meilleur calendrier de conférence, c'est parce que ils ont joué contre Toledo et Ohio. Et ils ont perdu contre les deux, mais comme ils les ont joués, ils avaient un meilleur calendrier. Et comme ils se sont retrouvés à égalité en match de conférence, et c'est eux qui sont passés. 3ème finale de suite donc pour Miami, Ohio. Ohio et Toledo qui se demandent bien pourquoi ils ont battu Miami, Ohio, puisque ça ne servait à rien. Mais en même temps, il fallait pas perdre contre les adversaires plus faibles qu'ils ont affrontés. Et voilà, Miami, Ohio qui se retrouve en finale de la MAC. Autre résultat, Bowling Green qui l'emporte 45-14 face à UMass. UMass qui termine en 0-12, donc sans aucune victoire. Kent State qui remporte son 5ème match de la saison. Victoire 31-35 face à Northern Illinois qui jouait son dernier match dans la conférence puisqu'ils arriveront en Mountain West l'année prochaine. Northern Illinois en Mountain West. Le règlement devient de plus en plus fou, même dans le groupe of 5.
On passe maintenant à la Sunbelt avec un seul match qui était intéressant, qui comptait. C'était le match entre Troy et Southern Miss, le vainqueur remportant la division Ouest et une place en finale contre James Madison. Et c'est Troy qui l'a emporté, mené par un Goose Crowder presque parfait, 285 yards, 3 TD et une interception. Les Troyans ont fait un très bon match. Ils ont maintenu Southern Miss à 95 yards au sol, pris l'avantage dans le deuxième quart-temps et n'ont plus rien lâché. Southern Miss s'est retrouvé sans solution avec un 5 sur 14 en troisième down qui a été mortel. Très bon match du côté des Troyans de Rara Thomas avec 128 yards et 2 TD à la réception et notamment le dagger parce que Southern Miss était parvenu à revenir à 28-18, à 21-18 pardon, dans le dernier quart-temps. Et sur le drive qui a suivi, 75 yards pour Thomas qui ont tué le momentum et permis à Troy de mener 28-18. Southern Miss aura fait un drive derrière qui les aura menés à un field goal qu'ils ont loupé et ça a été trop pour Southern Miss qui prend un big play suivi d'un field goal loupé. Deuxième défaite de suite pour les Golden Eagles qui les éliminent donc de la finale, eux qui ont été en tête de la division quasiment tous les matchs de conférence. Il y a eu quand même un beau turnaround pour Southern Miss qui passe de 1-11 à 7-5 sous le nouveau coach Charles Huff, l'ancien coach de Marshall qui avait remporté la Sunbelt l'année dernière. Même s'ils auraient espéré aller en finale, c'est quand même une bonne première saison sous les ordres de Charles Huff et dommage pour cette défaite face à Troy. Troy qui, si je ne dis pas de bêtises, revient en finale de conférence. Ah bah c'est bien, on n'a pas du tout les... Euh, hop, qui revient en finale de conférence après la saison 2023 où ils avaient fait un back-to-back en 2022 en 2023 avant de faire une mauvaise saison en 2024 après le départ de Sumrall justement qui est parti ensuite pour Tulane. Mais voilà, Troy est de retour en finale. Finale qui se jouera donc contre James Madison qui était qualifié depuis maintenant quelques temps et qui a roulé sur Coastal Carolina. Victoire 59-10, une victoire qui a même provoqué l'éviction du coach de Coastal Carolina, Tim Beck. Une belle répétition générale pour Alonzo Barnett et son équipe avant la finale. Au niveau des autres résultats, Texas State est allé arracher une place en bowl en l'emportant 49-26 face à South Alabama. De la même manière, Louisiana l'a emporté 30-27 en overtime face à UL Monroe et ira donc en bowl. Arkansas State sous la neige d'App State l'a emporté 30-29 donc à App State et ira également en bowl. Même manière pour Georgia Southern qui l'emporte 24-19 à Marshall et qui ira aussi en bowl. Et puis Old Dominion termine avec 9 victoires. Victoire 27-10 face à Georgia State. Voilà pour les résultats de la Sun Belt. Et on passe maintenant à la dernière conférence, la conférence USA avec une demi-finale de conférence entre Jacksonville State et Western Kentucky. L'an dernier, les deux équipes s'étaient déjà jouées en dernière semaine. À ce moment-là, Jacksonville State était déjà qualifié et Western Kentucky devait gagner pour aller en finale. Et les Gamecocks avaient laissé le match aux Hilltoppers. Ils s'étaient reposés parce qu'ils étaient déjà qualifiés et ils avaient remporté le rematch en finale la semaine d'après. Sauf que cette année, les deux équipes étaient dans l'obligation de gagner et entre le jeu au sol de Jacksonville State et le jeu plus aérien de Western Kentucky, ce sont les premiers qui ont dominé. Pourtant, Western Kentucky était dans le match en marquant sur 4 de ses 5 premiers drives, mais une interception une interception dans ces 5 drives, en fait, celle qui n'a pas mené à un touchdown, a permis à Jack State de ne pas se faire décrocher. Western Kentucky était quand même devant dans le match, puisqu'ils ont mené 28 à 17, mais ils ont commencé à voir Jacksonville State revenir sous l'impulsion du duo Caden Creel-Cam Cook. Le QB s'est même permis une course de 70 yards pour repasser devant dans le troisième quart-temps et ensuite le match fut beaucoup plus crispé et Western Kentucky n'est pas parvenu à repasser devant. Ils sont parvenus à égaliser mais pas à repasser devant et un fumble en fin de match a rendu la balle à Jacksonville State qui a mené un très bon drive de 4 minutes 40 pour marquer ensuite un walk-off field goal et se qualifier en finale. Jacksonville State, deuxième finale de suite pour le programme. Je vais regarder, mais je crois ils avaient gagné l'année dernière et ils sont de retour donc en finale. Sachant que déjà en 2023, ils auraient déjà dû aller en finale, mais ils ne pouvaient pas parce que c'était leur première saison en FBS.
US. Ah non, ils auraient pas pu y aller de toute façon en 2023, mais voilà, maintenant ils y sont. Et ils affronteront Kennesaw State, donc on aura donc un match entre deux équipes qui étaient en FCS en 2022. Kennesaw State qui l'a emporté en overtime contre Liberty pour assurer sa place en finale malgré une performance XXL du running back des Flames, Evan Dickens, qui finit avec 267 yards et 4 TD. Les Flames n'ont jamais réussi à se détacher et le field goal loupé en toute fin de match a entraîné les deux équipes en overtime où les Hawks ont été meilleurs avec 2 TD à 1. Le quarterback de Kennesaw State, Amari Odom, termine avec 240 yards, 4 TD, 0 interception ainsi que 72 yards et 1 touchdown, et notamment si je dis pas de bêtises, le touchdown de la victoire pour Christian Moss à la passe sur 25 yards. Victoire donc de Kennesaw State 48-42, qui les permet de jouer leur première finale de conférence USA pour leur deuxième finale en FBS. Par contre, du côté de Liberty, on est sur une grosse down year, première saison en négatif depuis un bon moment, puisqu'ils terminent en 4-8. Pourtant, ils avaient un calendrier assez simple et étaient quand même considérés comme des favoris, mais voilà, première saison négative depuis... Oh là là, attendez. Depuis 2005. Pouf. Et à l'époque, ils étaient en FCS. Donc c'est la première saison négative en FBS. Voilà, voilà pour Liberty. Faudra voir si Jamet Chadwell restera le coach de l'équipe après cette très mauvaise saison. Les autres résultats en conférence USA avec Florida International qui termine sur 4 victoires de suite avec sa victoire 56-16 face à Sam Houston. Delaware qui est allé chercher sa place en bowl, victoire 61-31 pour accrocher un bilan de 6-6. Et comme il manquait deux places, il manquait deux équipes pour avoir le nombre d'équipes nécessaires pour aller en bowl, Delaware a obtenu une dérogation et jouera un bowl pour sa première saison en FBS, tout comme Missouri State qui, malgré sa défaite face à Louisiana Tech, est en 7-5 et ira aussi en bowl. C'est vraiment cool pour ces deux équipes qui ont fait une belle première saison en FBS. Et enfin, le dernier résultat, Middle Tennessee qui l'emporte 31-24 face à New Mexico State. Voilà pour les résultats. On va donc maintenant parler des affiches en finale. Ça commencera samedi à 1h du matin, enfin dans la nuit de vendredi à samedi, avec la conférence USA, Kennesaw State qui se déplace à Jacksonville State pour le titre de la conférence USA, et dans le même temps, Troy qui se déplace à James Madison pour le titre de la finale de Sunbelt. Une heure plus tard, à 2h du matin, on aura la finale de l'American avec North Texas qui se déplacera à Tulane et UNLV qui se déplacera à Boise State. Et puis samedi à 18h, Miami, Ohio affrontera Western Michigan au Ford Field de Détroit. Voilà pour les 5 matchs de finale de conférence qu'on aura donc ce week-end avec 4 matchs qui seront dans la nuit de vendredi à samedi. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, qui ira en playoff? Maintenant, il n'y a plus beaucoup d'équipes et cela se joue désormais entre ces trois équipes pour moi, entre James Madison, North Texas et Tulane. Alors, il va falloir attendre le classement du comité qui sortira ce soir, hein, j'enregistre l'épisode mardi après-midi. Tulane a l'avantage d'être déjà classé, puisque Tulane était classé 24e cette semaine par le comité. Je pense qu'ils vont gagner quelques places. Et je pense que North Texas va être classé aussi cette semaine. Je pense honnêtement que le vainqueur de l'American, au vu que du classement que le comité va donner, je pense que le vainqueur de l'American sera qualifié en playoff, et donc cette finale est un véritable 16e de finale avec une place en playoff pour le vainqueur. Mais il ne faut pas écarter James Madison de l'équation. Ça dépendra vraiment de comment le comité va les classer. Si le comité classe James Madison devant North Texas, alors si North Texas gagne l'American mais que James Madison gagne la Sunbelt, peut-être que ce sera James Madison qui va aller en playoff. On va voir donc s'ils sont classés et s'ils sont devant North Texas. Si les deux équipes d'American sont devant, alors le vainqueur de la finale d'American sera en playoff. Mais il existe aussi un monde où on a le vainqueur de l'American et le vainqueur de la Sunbelt. En effet, puisque Duke joue la finale d'Atlantic Coast Conference et n'est pas encore classé, il faudra voir le classement du comité. Si Duke est classé derrière James Madison, Tulane et North Texas, s'ils ne sont pas classés, tout simplement, alors que les trois autres le sont, et qu'il remporte l'Atlantic Coast Conference, peut-être que le comité décidera de privilégier les deux meilleurs vainqueurs du Group of Five et qualifiera donc Tulane ou North Texas
et James Madison. Mais pour cela, il faut déjà de 1 que Duke ne soit pas classé par le comité devant ces équipes-là, et de 2 que Duke gagne l'Atlantic Coast Conference de la manière la moins convaincante possible. Ça peut toujours être bien. Et que d'autre côté, James Madison gagne. Et puis bon, voilà, Tulane North Texas. De toute façon, je pense que le vainqueur ira en playoff. Voilà, il faudra voir parce que connaissant le comité, c'est peu probable qu'il qualifie 2 équipes du groupe of 5, mais il y a un monde où ça passe. Il faut que Duke l'emporte sans être mieux classé que donc les 2 meilleurs vainqueurs de conférence. Et il y a aussi un monde où UNLV peut y prétendre, j'ai un peu lu, parce que UNLV s'il gagne, il sera en 11-2. Si James Madison perd et qu'ils sont classés devant Duke, peut-être que UNLV peut se qualifier, mais honnêtement, j'y crois pas des masses, mais pourquoi pas. Voilà, voilà, on arrive donc sur cette fin de saison en Group of 5, sur ce dernier épisode de la saison pour parler du Group of 5, puisque je pense que je parlerai de tout ça avec les autres sur l'épisode récap des finales de conférence. C'est cool cette année parce qu'on a eu vraiment une lutte avec plusieurs équipes, contrairement à l'année dernière où Boise State avait vraiment pris une option sur tous les autres. Là, cette année, on va peut-être même pouvoir avoir 2 équipes du groupe of 5, on verra bien. En tout cas, restez connectés sur The Trick Play pour les finales de conférence ce week-end. Et puis après, le Army Navy, le début des bowls, les playoffs, qui nous amènera jusqu'au 19 janvier, si je dis pas de bêtises, et la finale nationale. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao.